Macardy, c'est l'after jusqu'à minuit. L'actu du jour, bien sûr, avant le foot européen tout à l'heure de 23h à minuit, justement, avec nos drôles de dames, comme tous les lundis. Tout de suite, on va continuer de parler des bancs de Ligue 1 avec Jonathan. Jingle Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors oui, ça te plaît là, ce qui se passe en Ligue 1? Évidemment, j'ai l'impression qu'enfin, la Ligue 1 a des bancs au niveau. Alors dans la vie, j'aurais voulu dire en fait que j'ai l'impression que la Ligue 1 de cette année, ça va être un peu une Ligue 1 disruptive. Et m'expliquer. De quoi, à quel moment je date ça? Bah tout simplement, je veux pas faire le fan basique, lambda, un peu bête, mais j'ai l'impression qu'en fait, Vincent Labrune a lancé un mouvement. Si je dois dater l'arrivée ce de Bielsa, changement de philosophie, de mentalité dans la tête des présidents et qui a impulsé quelque chose un petit peu, moi je date de l'arrivée de Marcelo Bielsa qui a été une disruption totale, disruption tactique, disruption communicationnelle et disruption institutionnelle. Tactique, communicationnelle, institutionnelle. Non, pourquoi? Parce que les gros avaient déjà donné le ton. Les gros avaient déjà donné le ton. Paris Saint-Germain, Monaco, Ancelotti, Ranieri. Effectivement, il y avait des grands noms sur les bancs à ce moment-là. Des grands noms qui n'étaient pas français, des grands noms qui changeaient, des grands noms qui étaient prestigieux. Mais c'était des noms qui étaient un peu la résultante, la conclusion logique d'une puissance financière hors du commun pour ces deux clubs qui étaient alors un petit peu à part en Ligue 1. C'était tout simplement normal que ces deux clubs qui avaient un standing totalement différent des autres aient des coachs d'un autre standing. Et ça s'est poursuivi pour ces deux clubs d'ailleurs avec Jardim et Emery. Mais pour moi, c'était un phénomène vraiment normal. Là, ce que je remarque, c'est que, messieurs, dames, la Ligue 1 2.0 est arrivée. Ce n'est plus les gros clubs qui ont le droit d'avoir des coachs de qualité. C'est aussi les clubs un petit peu moyens, les sans-dents qui ont le droit de se payer une belle nana pour une saison. Voilà. Et alors, moi, de voir Nice avec Favre, de voir Nantes avec Conceição et Ranieri, ce qui est encore plus prestigieux parce que Ranieri a un prestige et une aura que Conceição n'avait pas, de voir tous ces clubs-là, de voir Saint-Etienne qui essaye de voir un petit peu à l'étranger avec pourquoi pas Oscar Garcia, de voir tous ces petits clubs qui sont des clubs moyens et qu'on pensait voués à toujours recycler les mêmes médiocres qui squattaient les bancs de Ligue 1, de les voir changer, de les voir s'ouvrir, de les voir choisir un autre modèle, de les voir essayer de tenter quelque chose d'autre. Je trouve ça quand même extraordinairement excitant. J'ai l'impression que la Ligue 1 est en marche, pour pas faire de jeu de mots, et qu'on va enfin vraiment progresser dans le football français avec ce changement des têtes pensantes des équipes. Et par contre, en revanche, le petit bémol, j'emprunte à Florent, que je mettrais, c'est que maintenant, faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter juste à mettre un nom un peu prestigieux, un nom un peu différent sur le banc. Il faut que les clubs continuent dans cette logique-là, dans leur politique de recrutement et dans leur politique de formation. Il faut que l'ensemble des secteurs sportifs de ces clubs-là s'ouvrent un petit peu à ce qui se fait ailleurs et puissent prendre à l'étranger ce qu'il y a de bon, tout en gardant ce qu'il y a de bien, ce qu'on fait de bien déjà chez nous. Parce qu'il y a quand même, sans être totalement anti-français, on fait des choses bien en France. Mais j'aimerais maintenant que ça ne soit pas juste symbolique, la symbolique du coach, et que l'ensemble des structures sportives des clubs se régénèrent. Et puis que certaines poches de résistance, comme la consanguinité lyonnaise ou le recyclage permanent du Champions Project marseillais, voient un petit peu ce qui se passe à Saint-Etienne, à Nantes et sur les autres bancs, à Nice, et se rendent compte que peut-être ils font fausse route. Mais bon, on va pas faire les peines à jouir, c'est déjà extraordinaire ce qui se passe et je suis largement excité par rapport à la saison qui arrive. Et comme l'a dit notre auditeur sur Twitter, quand on pense, il y a 2 ans, qui y avait sur les bancs dans un Nantes-Lille et que maintenant on va avoir Ranieri Bielsa, c'est parfait. Florent, ton point de vue? Non, mais moi je peux être que d'accord sur la Ligue 1 et les coachs. Après, effectivement, il y a une petite chose qui m'amuse dans certains choix de coach. On est tombé un peu dans on va dire l'excès inverse. J'ai pas l'impression que du côté de Saint-Etienne ou de Nantes, par exemple, ils étaient aussi, au courant que ça de la qualité des coachs qu'ils ont engagés. C'est-à-dire que c'est plutôt bien tombé parce qu'il n'y a pas de hasard non plus. Les gars il y a des scouts, il y a des gens qui leur proposent. Je parle de Conceição qui est arrivé à un moment donné, par exemple. Il y a cette mode suite à Conceição, même des coachs portugais. Non, mais c'était Doyen Sport, Mendes, tu te rappelles ce qu'on disait à l'époque où Conceição arrive? Oui, vas-y. Ce que je peux te dire, c'est que il y avait des fortes suspicions que ce soit Kita qui se maque avec certains agents portugais et qu'on lui refourguait Conceição pour refourguer le catalogue joueur. Après, si on te refourgue Conceição, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ce qui me fait marrer, c'est que Kita, il est passé comme ça. C'est comme quelqu'un qui on va dire, qui change de religion, quoi, tu vois, et sans prévenir, quoi. C'est-à-dire qu'il était barré sur des entraîneurs français classiques qu'on connaissait, dont on connaissait les limites, et puis il trouvait ça très bien.
aussi à l'internationalisme. Quand Kita fait venir Girard, il a déjà plusieurs années derrière lui, des années de difficultés. Il peut très bien déjà à ce moment-là dire non, attendez, Girard, très franchement, j'aurais pu faire cette erreur il y a quelques années, mais maintenant je connais un peu le ballon, je vois, on m'en parle et tout. Il fait cette erreur-là quand même. Elle n'est pas si lointaine que ça avant qu'on sait ça. Donc ce que je veux dire, quand je vois Saint-Etienne aussi, l'amateurisme avec lequel là, ils se sont débattus pendant 3 semaines autour, et surtout depuis même l'annonce du départ de Galtier, là, un peu le degré d'impréparation qui a été le leur. Oui, alors on a Oscar Garcia. Mais Oscar Garcia, il a débarqué un matin comme ça, tu vois, au milieu de la liste, tant mieux, hein, mais un peu par hasard. Donc ce que je veux dire, c'est pour rejoindre la fin de ton avis qui est sur le reste, sur la structure, toujours sur le recrutement et sur la structure des clubs en général. Il y a cette mode, parce que c'est aussi une mode, et tant mieux, parce que la plupart du temps, on tombe bien. Mais il faut que ce soit plus qu'une mode. Il faut que ce soit une volonté avec une idée de jeu. Et quel jeu ? Parce que c'est pas parce que tu prends un coach étranger que tu vas avoir quelque chose. Il y a des choses qui sont évidentes, c'est que la plupart de ces coachs, je pense à Conceição, Bielsa notamment, il y a une notion, déjà un truc lié au travail qui est particulier. Ensuite, il y a quand même effectivement dans leur approche à eux y compris lié à leur staff, qui est parfois pléthorique, un travail énorme qui est fait sur ce que font leurs propres joueurs, en termes de vidéo, j'entends, en termes d'analyse globale, que ce soit vidéo ou de visu, et ce que font les adversaires. Tout ça, ça peut être nouveau, parce qu'on bien sûr que les adversaires sont étudiés déjà depuis longtemps par les équipes, mais on le voit, on se souvient quand Conceição est arrivé, d'ailleurs il avait un Français avec lui qui faisait ce travail-là, il y a ces choses-là. Donc, si tout cela se professionnalise au niveau des staffs et des coachs, tant mieux, même si je le dis encore, parfois on a la sensation qu'il y a eu un peu de hasard derrière ça, ou un peu d'effet de mode. Mais derrière, si tu n'as pas le bon directeur sportif, si tu n'as pas la bonne structure, c'est compliqué. Je prends le meilleur exemple de construction dans l'ordre et comme il faut. Enfin, 2 exemples. Marseille. Parce qu'on l'avait dit, puis ils ont fait tout dans l'ordre à peu près où on pensait qu'il fallait le faire. Investisseur, très vite le coach, un peu plus tard le directeur sportif. Bon, ils l'ont fait un peu comme ça. Oui, mais enfin, en tout cas, c'est un choix du nouveau président et du nouvel investisseur. Il n'a pas laissé Franck Passy pendant 6 mois, comme à un moment donné, on pouvait le penser. Et deuxième exemple, meilleur exemple, Lille. Où là, pareil, investisseur, directeur sportif, coach qu'on connaît après, dont on connaît aussi la difficulté qui aura de se faire gérer. Le recrutement aussi. Et c'est un détail. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est que je mets pas sur le même plan. On va dire par exemple le profil nantais et stéphanois et le profil lillois. Juste, il y a un truc quand même faut pas non plus être totalement binaire dans ton avis sur, en gros, les coachs étrangers ils sont bons et les coachs français sont pourris. Parce que la façon dont tu l'avais présenté, et puis parfois ça ressort, c'est alors nous on est les premiers à dire oui, il y a une génération qui du coup disparaît un petit peu. Mais c'est vrai que souvent c'est une génération de coachs avec lesquels on s'emmerdait, qui n'avaient pas d'ambition et tout. Gilbert. Enfin, tu vois par exemple, un exemple, Antonetti à Lille ça n'a pas marché. Mais Antonetti, il a fait des trucs dans sa carrière. Excuse-moi, ce qu'Antonetti a réussi à faire à Nice, par exemple, quand il était à Nice. Oui. Il a surperformé en permanence avec Nice. Et c'était pas moche. Le jeu de Nice, c'était pas moche. Antonetti, il a fait des trucs bien avec Saint-Etienne. Il a fait des trucs bien avec Bastia en termes de résultats. Donc, tu vois, c'est pas non plus très très beau à voir. Je suis désolé. Nice. Je prends cet exemple parmi d'autres, mais voilà, c'est le premier qui me vient comme ça. C'est pas binaire juste. T'es coach français, t'es nul, et t'es coach étranger, t'es bon. Tu sais il y a aussi des étrangers qui sont nuls. Mais bien sûr. Mais alors 2 choses pour répondre à Flo quand il disait que l'impression qu'Ita s'est réveillé un matin et que maintenant, tout simplement le jour où tu t'arrives à choper un top modèle, c'est dur de retourner à la radasse après, quoi. Donc on peut le comprendre. Moi je trouve ça très bien qu'il ait voulu poursuivre sur cette lancée là. Et deuxième chose, Gilbert, je pense que tout simplement on a un creux générationnel en termes d'entraîneurs français. Il y en a quelques-uns. Gourvenec, par exemple, qui arrive. Il y en a 2-3 qui sont pas mal comme ça. Mais je pense qu'on a quand même des gros problèmes dans la formation des entraîneurs, dans le renouvellement des idées de jeu, dans la manière dont tu les formes, dans la manière dont tu les prépares et dans la manière dont tu les intègres dans les clubs professionnels. Alors j'espère que, d'une part, ça va permettre au club de progresser cette arrivée d'étrangers, mais pourquoi pas, on peut toujours rêver, de permettre à ceux qui s'occupent de la formation des entraîneurs de peut-être un peu se remettre en question et d'essayer d'adapter aussi leur méthode et de voir un peu ailleurs ce qui se fait pour pouvoir produire des entraîneurs de qualité. Pierre est avec nous au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir. Pierre, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu es d'accord avec Jonathan ? J'avais juste une petite question. Est-ce qu'on parle bien des entraîneurs français en Ligue 1 ou en général à l'étranger ? Parce que... là, l'avis de Jonathan concernait la Ligue 1. Oui, bien évidemment. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur français, on a quand même Zidane, Wenger, Rudi Garcia qui surperforment.
Rudy Garcia, ça n'a pas été. Non, je le dis, attends, par rapport à. Juste sur le parcours de ce qu'il a fait en Ligue 1. Oui, Marseille 5e. C'est sur ce qu'il a fait en Ligue 1. Qui mérite d'être 5e. Ça veut dire, à la Roma, il finit sur le podium. Hein. À la Roma, sa première. C'est tellement plus compliqué d'analyser ce qu'a fait Garcia à la Roma, ça me demanderait un débat entier. Vas-y, Pierre. Ouais, donc moi je voulais revenir un petit peu sur le cas Bielsa à Lille et sur ce qu'il peut apporter à la Ligue 1, même si c'est pas un entraîneur français. Je pense que c'est ce genre d'entraîneur dont on a besoin parce que ça crée une sorte d'attractivité pour notre championnat et Ranieri le confirme en même temps. Je pense qu'on aura un très beau championnat l'année prochaine qu'il faudra suivre et nous, moi, parce que je suis supporter du LOSC et en tant que supporter du LOSC, je suis super content de ce qui se passe dans notre club avec les arrivées qui arrivent, avec les départs. Enfin, on a toute une nouvelle équipe qui va se refaire et ça peut être que bénéfique pour les mois qui arrivent, quoi. Ah, ça, c'est sûr que Bielsa sera une des attractions de la Ligue 1, mais pas la seule. Et puis il regarde les journalistes dans les yeux maintenant parce que sa femme lui a demandé. On va peut-être arrêter de m'emmerder pour ces conneries, quoi. Ouais, non, mais arrête, ça, franchement, c'était quand même. Ça va, le type, il a l'impression qu'il a une espèce de timidité maladive là. Il y a certains trucs pour lesquels il faut qu'il ait voir un psy, notre ami Bielsa. Bien sûr, mais il est fou. Mais ça, personne ne te dira. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est parce qu'il est fou. Et Antoine Kombouaré aussi, j'aime beaucoup en tant qu'entraîneur français qui est en Ligue 1 et qui arrive à faire des bonnes choses avec les clubs dans lesquels il passe, que ce soit à Paris. Il fait des bonnes choses, mais est-ce que c'est beau à voir? Enfin, je suis désolé, il réinvente pas la roue. Hein, il faut aussi mettre en rapport ce que fait l'entraîneur avec l'effectif qu'il a. Regarde, un gars comme Furlan. Furlan fait très bien jouer ses équipes. Furlan fait très bien jouer ses équipes, mais enfin, il arrête pas de faire l'ascenseur. Il monte pas, il descend, là, il n'est pas monté avec Brest. Furlan a comparé quand même. Donc c'est bien joli, parce que tu peux avoir des belles ambitions et faire bien jouer tes équipes, mais si au final tu fais jamais rien, ça compte aussi quand même. C'est déjà pas magnifique que 3 arrivent à monter. Alors, tu peux jouer Furlan, on peut dire c'est le romantisme ultime du football, c'est-à-dire avec Furlan, il y a des buts, tu te régales. C'est 3, Gilbert, c'est déjà magnifique qu'il arrive à les faire monter. Sauf que si tu descends tout le temps, c'est un club de Ligue 2, 3, et c'est déjà magnifique de les faire monter. Qu'il les ait fait monter autant de fois, c'est déjà magnifique. Moi, je vois pas d'anomalie là-dedans. Ouais, Pierre. J'étais pas trop d'accord avec toi sur le cas Antonetti. Je pense que tu le défends et tu te transformes un petit peu en avocat du diable parce que. Mais toi, t'as un mauvais souvenir à Lille, Pierre, c'est pour ça. Ah, mais j'ai des amis niçois qui ont de très mauvais souvenirs de lui à Nice aussi. Ouais, moi j'en ai qui ont des très bons souvenirs, comme quoi. Écoute, non mais je vais vous dire, Nice, j'avais une affection particulière pour le Nice d'Antonetti parce qu'il y avait un de mes joueurs préférés qui évoluait, qui était Cyril Roll. Et le Nice d'Antonetti, qui surperformait par rapport aux capacités du club. Je suis désolé. J'aurais bien aimé très beau à voir. Je crois que ça dépassait pas les 14e. Ils ont fait une très bonne saison. Mais c'était pas saison. C'est des couilles, des couilles et des couilles. Oui, mais pas, tu vois. En fait, Pierre, je faisais le rapport. Effectivement, rapport moyen-résultat, si tu veux. Ouais, voilà. Tout à fait. Et il a fait une finale de Coupe de France ou Coupe de la Ligue avec perdu contre Nancy. Ouais, si exactement. Je dis pas de bêtises. Mais c'est un entraîneur moyen. Enfin, j'ai pas d'affinité particulière avec lui parce qu'il a fait le jeu qu'il proposait au LOSC qui était, excusez-moi du terme, mais c'était un peu dégueulasse. Ouais, voilà, exactement. Régimentaire. Et je sais qu'à Rennes, il râlait aussi quand il est passé par Rennes. C'était plus que régimentaire là-bas. Hervé Renard aussi, j'aurais bien aimé le revoir en Ligue 1 malgré qu'il a fait un parcours. On lui a pas donné sa chance à Lille malheureusement. Et c'est le genre d'entraîneur, je pense, qui peut surperformer, peut-être pas surperformer, mais performer avec un club moyen de Ligue 1, Montpellier par exemple ou autre. Je pense qu'il aurait sa place là-bas. C'est dommage de ne pas le revoir revenir dans l'élite du championnat. Pierre, merci à toi et on verra pour Bielsa effectivement dans quelques semaines. Dans quelques secondes, l'équipe de France, on y arrive. Pourquoi ? Parce que demain il y a quand même un match de gala, France-Angleterre. Alors match amical. Et vous allez voir que Didier Deschamps, du coup il s'est dit tiens, match amical, il n'y a pas d'enjeu. Allez hop, je balance, je mets tous les mecs offensifs. Donc on va vous donner la compo dans quelques instants. Et ce sera en partie l'avis de Florent qui arrive dans quelques instants. À tout de suite dans l'after.